Moi, je représente un organisme qui s'appelle J'aime Gatineau. Et le but de J'aime Gatineau, le cœur de J'aime Gatineau, c'est rassembler pour aimer notre ville et notre prochain. Donc, comment J'aime Gatineau fait ça? C'est qu'on est une plateforme web interactive où est-ce qu'on regroupe les citoyens dans la ville et on les encourage à la bienfaisance. J'aime Gatineau vraiment célèbre et soutient tout ce qui est bien et encourage les gens à s'investir activement pour rendre la ville de Gatineau encore meilleure. Mais on reconnaît que la paix, que l'épanouissement et tout ça, ce sont des questions aussi qui sont profondément spirituelles. Ce sont des choses de cœur et qu'il faut toucher aussi le cœur de la personne. Donc, ce qu'on fait avec J'aime Gatineau, à la base, on est un regroupement de personnes, de simples individus finalement, mais on prône quand même les valeurs chrétiennes. On veut vraiment que dans la ville, on puisse faire rayonner la liberté, la compassion, la justice, le don de soi, l'amour, évidemment la paix. Et ce qu'on fait sur le site web, c'est qu'on entame vraiment un dialogue par rapport à ces choses-là pour amener les gens à poser une réflexion et vraiment réaliser que pour voir la paix dans notre quartier, pour voir la paix dans notre ville, bien, il faut que ça commence par l'individu. Donc, on amène les gens à poser cette réflexion-là et ensuite à les encourager à apporter cette paix-là, premièrement dans leur entourage, donc vraiment auprès de leurs proches, premièrement leur famille, leurs amis, ensuite on étend à notre quartier et après ça à notre ville. Donc, on promouvoit la bienfaisance, l'amour et la paix à travers notre site web, mais on a aussi des projets d'action communautaire et je vais vous en mentionner juste un parce qu'il est vraiment original, puis c'est tellement une expérience magnifique, c'est qu'on mobilise des gens partout dans la ville pour acheter des jonquilles de la Société canadienne du cancer et ça, c'est en dehors de la campagne habituelle. Donc, la Société fait venir par avion des fleurs pour nous et ce qu'on fait, c'est que tous les gens qui achètent les fleurs les distribuent dans leur quartier comme geste de gentillesse et d'amour. Donc, on va de porte en porte et on donne des fleurs aux gens comme symbole d'espoir et de vie. Et quelle expérience magnifique c'est de lire la joie sur les visages des gens qui reçoivent soudainement des fleurs sans s'y attendre. Et ça apporte des discussions absolument extraordinaires. C'est tellement un projet magnifique. Puis, ce que ça fait pour nous, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent à distribuer des fleurs et ça ouvre tellement leur cœur par rapport à l'amour, justement, et la compréhension de l'autre et tout ça. Donc, et en même temps, ça nous permet de voir les quartiers puis de mieux comprendre les besoins réels. Donc, c'est un contact qui est vraiment direct, qui est humain avec les gens. Ça nous aide à comprendre et ça nous met aussi sur des pistes de trouver des moyens comment on pourrait aider. Donc, peut-être pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que la paix, c'est la paix qui est vraiment réelle et qui est durable. C'est pas un sentiment, puis c'est pas quelque chose non plus qui relève d'un souhait. La paix, c'est vraiment, premièrement, un état du cœur. Et c'est de là que ça commence. Et ensuite, ça se traduit par des gestes. Donc, c'est ça. J'aime Gatineau favorise la paix par une approche qui est holistique et pratique aussi. Et c'est notre espoir et notre prière qu'un jour, bien, Gatineau va vraiment rayonner et vivre de cette paix-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut s'investir dans différentes parties de la ville où est-ce que nous, on a été touchés par des besoins particuliers. Donc, si je prends le quartier de Wright, par exemple, lorsqu'on a distribué des fleurs dans le quartier de Wright, ce qui nous avait profondément touchés, c'était la peur que vivaient les gens. Donc, on cognait aux portes et les gens ouvraient de ça. Ils avaient peur d'ouvrir. Ils avaient des systèmes d'alarme, des chiens de garde, les sonneries arrachées aux portes et tout. Et pour nous, c'était un besoin évident.
Et depuis ce temps-là, bien, quand on a quitté le quartier, on a dit, écoute, on s'est dit en tant qu'équipe, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, on est revenu voir bien, la table des partenaires, entre autres, et on a dit, si on commençait un projet de capitaine de rue, par exemple, où est-ce qu'il y aurait un citoyen par peut-être 20 maisons qui est vraiment la personne ressource et qui aide. Et c'est un modèle qu'on retrouve ailleurs dans le monde, en Asie et à d'autres endroits, mais c'est comme ça qu'on veut contribuer à la paix. C'est vraiment de répondre à l'appel quand on voit le besoin, de ne pas tourner le visage et faire comme si on n'avait rien vu, mais dans la mesure où on peut vraiment d'aider, puis d'être présent, d'être réel avec les gens, de les aimer activement. Moi, je représente ici un comité de dialogue islamo-chrétien, musulman-chrétien. Bon, ça peut être évident qu'on travaille pour la paix, mais moi, mon cheminement personnel a fait que ça remonte à beaucoup plus loin en arrière. Ça remonte à 1968, un voyage au Mexique où j'ai travaillé chez les Indiens qui étaient pauvres, je devrais dire misérables. Et il y avait des gens qui mouraient de faim dans le village. Et là, j'ai été révolté. On a dit tantôt qu'il y avait des gens qui allaient chercher. Ça allait chercher leur propre violence à l'intérieur. Moi, c'est venu chercher mon indignation. Et j'ai été plusieurs mois à l'envers avec ça, de connaître des gens qui mouraient de faim. Et là, c'était pas juste dans ma tête, j'en connaissais qui étaient autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a des structures dans la ville, il y a des structures dans les pays, il y a des structures mondiales qui créent la zizanie. Si on manque de paix, c'est pas uniquement parce que chacun de nous autres, on n'est pas en paix avec nous-mêmes, mais c'est parce qu'il y a aussi des structures qui amènent la guerre, qui amènent la zizanie entre les peuples, entre les individus. Et une de ces causes-là, c'est la faim dans le monde. Et j'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé 21 ans en développement et paix où on a travaillé à essayer de diminuer les causes non seulement de la faim, mais de la misère dans le monde. Et ça m'a ouvert à l'idée qu'il faut travailler aussi sur les causes structurelles pour arriver à ce qu'il y ait de la paix dans le monde. Et j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé à Développement et Paix, de voyager. Et entre autres, en 83-84, j'ai passé 9 mois et demi dans le monde arabe. Et c'est à cette occasion-là que ça m'a donné une ouverture sur le monde arabo-musulman. Et je me suis rendu compte que c'était un monde, un univers qu'on méconnaissait beaucoup. Et tout ce qu'on disait, même quand je suis parti pour ce monde-là, il y a des gens qui me disaient « Il y a tellement de belles places à voir sur la Terre, pourquoi tu t'en vas là? » C'était méconnaître les gens des pays arabes qui sont extrêmement, qui aiment la paix comme nous autres, on aime la paix, puis qui veulent aussi vivre en paix, et ils ont les mêmes aspirations que nous. Et quand je suis revenu, j'ai été un peu révolté par un groupe de chrétiens un peu de droite là, qui me disait qu'il fallait m'imposer les mains parce que j'avais été dans un monde païen. J'avais vécu dans le monde païen, puis je revenais dans le monde chrétien. Ça va complètement à l'encontre de mes idées de la vision de la Terre puis de la vision de la société. Alors, quand il y a eu septembre 2001, le 11 septembre 2001, quelques-uns d'entre nous, on s'est regroupés et on est allé rencontrer les gens de la mosquée de Gatineau, de Hull dans ce temps-là. Et on leur a tendu la main pour dire écoutez, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on dit de vous autres, puis on veut établir des ponts avec vous.
Et c'est comme ça que, moi, personnellement, ma relation a commencé avec eux. Et dernièrement, on a décidé de faire un comité de dialogue islamo-chrétien qui est fait de moitié-moitié de chrétiens, de catholiques et de musulmans. Et on a commencé par se demander des questions les uns aux autres pour se connaître davantage. On a demandé aux musulmans, mais qu'est-ce que vous voulez savoir des chrétiens? Puis on a demandé aux chrétiens, qu'est-ce que vous voulez savoir des musulmans? Ça a été un dialogue intéressant, mais là, avec ce qui se passe au Québec, on a décidé de se rencontrer davantage pour essayer de prendre position et ensemble sur cette question-là. Alors, c'est sûr que ça aussi, à notre manière, on veut intervenir au niveau des structures, pas seulement au niveau de... J'ai rien contre ça à agir au niveau de nous autres mêmes, parce que il faut qu'on soit capable de... Il faut qu'en nous-mêmes, on ait la paix, mais il faut aussi agir au niveau des structures qui causent des inimitiés, qui causent des peurs, qui causent des craintes envers les autres. Et nous envers les musulmans et les musulmans envers nous aussi, parce qu'eux autres aussi ont leurs préjugés face à nous. Je voudrais juste peut-être faire le lien entre l'insécurité alimentaire puis, qui est causée par la guerre, la pauvreté, etc. Puis peut-être que moi, je travaille pas pour un organisme qui fait la promotion de la paix, mais dans ma vie professionnelle puis dans mon implication communautaire, on essaie de soulager comme on peut l'insécurité alimentaire par différentes activités qu'on a fait, que ce soit de la soupe dans la rue, les repas familiales ici pendant quelques années, la fabrication de biscuits ou juste de partager un repas ensemble. On va travailler là, maintenant à Gatineau à faire une étude sur la faisabilité de amener de la nourriture de bonne qualité dans les quartiers pauvres qui vivent dans des déserts alimentaires où les épiceries sont difficilement accessibles à pied ou en transport en commun. Comment considérer la paix? T'sais? Comment considérer être contribuer à la vie de quartier, la vie de communauté, contribuer à la paix quand on a faim puis on ne sait pas d'où va venir notre prochain repas. Fait que, ici, on est chanceux, on ne connaît pas la guerre au Canada depuis des générations, qu'on n'a pas eu à se battre ici, mais les gens ont quand même faim. On le sait, il y a des dizaines de milliers de personnes à Gatineau qui ne mangent pas à leur faim, donc si on peut essayer de soulager ça, je suis certain que ça peut réduire la violence que vivent les enfants puis les familles qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire. En tant que chef cuisinier, j'ai travaillé pendant des dizaines d'années à faire à manger pour une élite de la société, dans les clubs privés, les hôtels, les restaurants chers et chics. Puis je dirais que je suis born again, je suis cuisinier. ou maintenant, je me considérerais plus comme cuisinier activiste que cuisinier de gastronomie. Parce que pourquoi j'aurais passé tant d'heures, tant de temps à apprendre, à maîtriser des techniques puis des façons de faire pour bien faire à manger, puis que ça profite juste à une petite partie de la société. En faisant les soupers familiaux ici au dépanneur, j'ai vu une paix s'installer dans une salle comble, ici, d'une 60aine de personnes qui sont fébriles, sont agitées, tout ça, mais une fois servis, une fois assis à table, l'énergie changeait complètement. Tout le monde se sentait en sécurité, au chaud, avec des voisins de table, avec une bonne assiette devant eux, sans pression, ici, juste se sentir accueilli puis de pouvoir partager un repas, ben là, je vois de la paix. En travaillant un peu ici, où on a constaté à quel point les gens pouvaient souffrir de solitude, puis il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'un endroit d'inclusion sociale.
pas juste de l'intégration au travail, mais vraiment un endroit où ils pouvaient juste être acceptés comme ils sont. Puis en faisant une farce, on a dit « Ouais, mais c'est parce qu'on est tous un peu tartes. » Okay? C'est devenu notre logo, c'est devenu notre identité. Pendant il y a une jeune artiste qui nous a fait un dessin de 5-6 personnes qui tiennent une tarte à bout de bras. Puis c'est marqué un peu tarte. Donc, l'activité un peu tarte a été de fournir de la soupe, faire de la soupe dans la rue à différentes occasions. On est allé de squatter un stationnement d'un restaurant McDonald's, puis donner de la soupe gratuitement et se faire expulser par la police. Offrir de la soupe à Occupy Ottawa pendant les manifestations qu'il y a eu là, lors d'une corvée à la Coopérative Saint-Louis. La Nuit des Sans-Abri. Puis à 2 ou 3 reprises à la Nuit des Sans-Abri, où on a fait de la soupe pour 200, 300 personnes. Cette année, c'est des jeunes qui ont pris la relève, on l'a organisé, mais on ne pouvait pas s'y rendre, mais la tradition a continué quand même. Donc, à la Nuit des Sans-Abri, tout le monde peut partager le même bol de soupe gratuitement. Les politiciens, les travailleurs de première ligne, vraiment les gens de terrain, les sans-abri, les gens du quartier. Puis on voit tout de suite... Pour moi, c'est toujours facile de faire le lien avec quelqu'un au travers de la nourriture. Comme les musiciens, c'est au travers de la musique, mais pour moi, c'est au travers de la cuisine, en partageant nos histoires, de ce qu'on aime manger, etc., ce que ça nous vient. Puis un des plus beaux compliments qu'on a eus, de tous les soupers qu'on a fait ici, c'était un jeune que je connais un petit peu son histoire, une famille dysfonctionnelle, si on peut dire. Puis il a mangé un bol de soupe que j'ai fait, une vieille recette de ma mère. Puis quand il m'a vu, il dit « je me sentais comme si ma grand-mère voulait prendre soin de moi quand j'ai mangé mon bol de soupe. » Donc il y a tout ce côté réconfort de l'alimentation qui amène une paix intérieure, même si c'est éphémère. Je suis venue une fois à une conférence qui était donnée par un organisme qui parlait des enfants esclaves, des jeunes travailleurs. Puis est né de cette soirée-là le besoin de faire une activité pour reconnaître cette cause-là, puis d'offrir, c'était pas des gros montants, mais c'était juste de dire, bien, les enfants, on vous entend. On a envoyé cet argent-là à Montréal. Puis les jeunes aussi qui voulaient faire quelque chose de les écoles, du bénévolat, ils se joignaient à cette activité-là. Puis c'est devenu quelque chose comme quasiment la mèche pas religieuse, là, mais c'était comme une fois par semaine, on se retrouvait ensemble. C'était un geste très, très simple de faire un biscuit. Ça ramène l'enfance. C'était pour les enfants. Les causes ont changé à travers les années, mais c'était comme un geste gratuit. Puis c'était un prétexte de se retrouver ensemble. J'ai rencontré une centaine de jeunes à travers de cette activité-là, puis ils étaient tous comme très touchés, puis très volontaires de vouloir faire quelque chose. La cause, puis était affichée sur le biscuit, l'organisme, puis pourquoi qu'on le faisait, fait que ça faisait de la sensibilisation aussi dans le quartier. Comment on est prédisposé à voir ce qui nous différencie de l'autre, ce qui fait de nous quelqu'un de différent, souvent supérieur, parce qu'on est très centré sur notre propre besoin. Et dans ce sens-là, on oublie qu'on est tous pareils et on fait des séparations continuellement entre vous et moi. Moi, je travaille ici, toi, tu es dans la rue. Moi, je chante bien, toi, tu ne sais pas chanter. Je mange bien, puis toi, tu devrais manger bien aussi. Et pour revenir aussi à ce que j'ai fait toute ma carrière, j'ai toujours travaillé avec des enfants autistiques, des enfants déficients, des enfants malades. Et c'est toujours la même chose aussi par rapport à eux. On les sent différents, on a un peu peur d'eux. Et ce que je pourrais dire, c'est que toute cette séparation-là, pour moi, crée vraiment la guerre sur toutes ses formes. Avoir des idées préconçues sur quelqu'un d'autre, c'est déjà faire la guerre. Tant qu'on n'est pas capable de voir
l'autre comme étant un autre moi-même, je pense que ça ne sert à rien qu'on puisse parler de la paix. Et comment on peut voir l'autre comme un autre de soi-même, à mon avis, c'est en étant avec eux. Peu importe la façon qu'on l'est, en les écoutant, en mangeant ensemble, en prenant une marche ensemble, en allant faire des achats, peu importe comment on le fait, mais je pense que la paix commence à ce niveau-là, un niveau où il n'y a pas d'idée sur l'autre, mais un niveau où on est juste ensemble et on est juste de cœur avec les autres. Bien, tout à l'heure, je parlais de J'aime Gatineau, puis comment fondamentalement on valorise vraiment les valeurs chrétiennes. Mais je pense que trop longtemps, la religion ou les croyances, tout l'aspect spirituel de notre cheminement, c'est quelque chose qui a vraiment servi de façon terrible à diviser les gens. Et pourtant, c'est complètement à l'encontre des valeurs mêmes, tu sais, que les gens aiment et qu'on veut valoriser. Donc, moi, ça m'amène, et par rapport à J'aime Gatineau, c'est tellement totalement inclusif, peu importe ce que croit la personne, c'est pas ça qui est important, c'est de regrouper les gens et de s'aimer entre nous et de s'apprécier. Et l'appréciation, bien, c'est justement lorsqu'on est en contact ensemble. Alors, il faut avoir un contact qui est vrai, qui est réel. Puis, la question que je me pose souvent, c'est, mais pourquoi on a tellement peur des idées des autres? Et puis, à un moment donné, j'ai vu un babillard devant une église à Ottawa. C'était en anglais. Ça disait « A faith that can't be tested can't be trusted ». Alors, si tes idées ou tes croyances ne peuvent pas être mises à l'épreuve, ça vaut peut-être pas la peine que tu y fasses confiance à ces croyances-là ou ces idées-là. Et puis, ça m'a amené vraiment à me questionner moi-même sur ce que je crois et tout ça. Puis, quand moi, je me sens en sécurité, en paix avec moi-même par rapport à mes idées, mes croyances, mais pourquoi j'aurais peur des idées des autres? Tu sais, c'est simplement, c'est ses idées, elle a le même choix, la même liberté d'avoir ses idées et je peux même apprendre de ses idées. Et c'est quoi cette façon-là qu'on a de se protéger même au niveau de nos idées? Alors, c'est une première réflexion que j'ai. Puis par rapport au fait que, justement, pour avoir la paix, pour se comprendre et s'apprécier, il faut être ensemble. Un autre organisme que je représente, c'est le Festival des cultures du monde de Gatineau. Je suis la directrice générale cette année au festival. Puis, ce qui m'allume vraiment de ça, c'est que, justement, on peut amener les cultures ensemble. Et c'est extraordinaire de découvrir l'autre à travers la nourriture, à travers le jeu, la musique, les spectacles et tout ça. Et vraiment, on fait la fête et c'est tellement joyeux qu'on oublie pendant qu'on est là, que l'autre est différent de nous. Alors, c'est tout le but de ça, mais pour moi, c'est tellement important, ce rapprochement-là des gens pour contribuer à la paix. Je trouve ça important de reconnaître la différence dans l'autre aussi, puis de l'accepter. C'est ça qui est le grand défi. Moi, je dis souvent qu'un bouquet de fleurs, un beau bouquet de fleurs, c'est pas juste fait avec une sorte de fleurs de la même couleur. Ça peut être beau, ça aussi, mais je trouve qu'un beau bouquet de fleurs, c'est fait avec des fleurs différentes, de différentes couleurs. Et quand, par exemple, dans notre comité de dialogue islamo-chrétien, l'imam puis moi, on s'est dit, moi, je t'accepte et je t'aime comme, moi, je l'aime comme musulman, puis je veux pas qu'il soit un chrétien. S'il veut l'être, ça sera de ses affaires, mais je n'essaie pas de l'amener à être un chrétien. Puis j'ai dit, toi, t'es invité à m'aimer comme chrétien, puis je ne suis pas porté à aller vers l'islam, je ne suis pas porté à devenir musulman. Pas parce que je les regarde avec mépris, parce que je reconnais la valeur de leur démarche, tout ça. Et mais moi, je suis bien dans la démarche que je fais. Mais il faut reconnaître et accepter la différence de l'autre, pas la mettre entre parenthèses et surtout pas mettre une nappe par-dessus pour faire comme si elle n'existait pas. Un autre petit point que je voulais ajouter tantôt, c'est que on parle des gens qui ont faim et on voit là, ces jours-ci avec les guignolés et tout ça, que le nombre d'enfants qui ont faim augmente. Et il y a de plus en plus de monde au souk populaire. Mais
faut se demander comment ça se fait que c'est comme ça. C'est pas juste parce que les gens sont paresseux puis qu'ils veulent pas se faire à la cuisine. Il y a des causes à ça. Et c'est à ça qu'il faut... Moi, quand j'entends des gens politiques, entre autres, qui disent, on va aller faire garder ces gens, la guignolée, tout ça, ça amène... c'est vrai que ça aide et il faut que ça existe. Mais il faudrait aussi s'attaquer aux causes, puis s'attaquer à la pauvreté, s'attaquer au fait qu'il y a des familles qui n'ont même pas assez pour manger. Puis il n'y a pas juste les enfants qui ont faim. Quand les enfants ont faim, les parents ont faim aussi, parce que souvent, les parents vont se priver de manger pour donner à manger à leurs enfants. Ça fait que quand on a des enfants qui ont faim, on a des parents qui ont faim aussi. Et ça, il faut s'attaquer aux causes de ça. Moi, je trouve que les petits-enfants sont notre meilleur modèle pour la paix. C'est-à-dire qu'ils peuvent se chicaner, mais ils ne sont jamais en guerre. C'est tout de suite oublié après. Ils ont une façon d'être ensemble qu'on devrait regarder beaucoup plus souvent et qu'on devrait imiter beaucoup plus souvent. Jouer ensemble, se courir après, chanter ensemble, faire de la petite danse ensemble, un peu de musique ensemble. Je pense que si on parvenait à revenir à ce petit enfant entre chacun, avec les gens qui sont autour de nous, ce serait beaucoup plus paisible dans notre communauté. Juste pour vous dire mon expérience, quand j'avais 17 ans, ok? C'est pas long, mais... En tout cas, ouais. Quand je restais à Montréal, j'ai rencontré une femme, trentaine d'années, ok? Qui voulait se suicider 2 fois. Je me dis, OK, Claire, parle-moi, je t'écoute. Je t'attends, ce que tu dis ou pas. Puis la paix, là, c'est ça. C'est l'écoute de l'autre. Puis je l'ai sauvé aussi, 2 fois. Puis, si moi je travaille beaucoup avec les jeunes, puis je dis souvent à mes jeunes, parle-moi, je vous écoute. Tout de suite, là, on a la paix qui nous entoure. Ça, c'est garanti. L'écoute, là, c'est ça la paix. Pour moi, c'est ça la paix. On la trouve quand on s'occupe de l'autre et pas de soi-même. Alors j'invite les gens à faire ça, à sortir de chez soi et d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux voisins, à tout le monde qui l'entoure. Une autre façon que j'ai trouvée ici au dépanneur, c'est en faisant les dessins prières. On dessine une fois par semaine des choses qui arrivent sur la planète pour lui donner l'amour, pour être en contact avec ces sujets-là, soit la guerre, soit les animaux, n'importe quoi. C'est vraiment aller vers la planète, vers la création. Alors voilà, c'est ça mon message. Sortir de chez soi et aller vers les autres, vers la communauté. J'ai pas de credo, hein. Puis, il y a pas grand monde qui savent ça. Je suis né en la Hongrie en 1955. Juste avant les Soviétiques sont venus envahir le pays. Fait que, quand je suis né, mes parents sont sauvés. Mais moi, j'ai resté là, moi. J'ai connu la guerre. Puis j'ai survécu. Même si il y a eu beaucoup de morts. Surtout à
à Budapest. Ah, j'étais là. Puis j'ai été protégé. Puis pour moi, c'est une paix, ça.